que va faire la Chine si l'Europe se met à utiliser des fonds? Et le Premier ministre belge rappelait un précédent historique que même pendant la Seconde Guerre mondiale, les fonds à l'étranger de l'Allemagne nazie n'ont pas été touchés. Bonjour Régis. Bonjour Aïcha. Régis, l'Ukraine prépare un nouveau plan de paix alors que Volodymyr Zelensky exclut toute cession de territoire. Oui, alors c'est on va dire la douche froide sur ceux qui espéraient que ces négociations pourraient aboutir, ou au moins qu'on pourrait rentrer dans les 100 derniers mètres, comme l'a appelé hier, ce week-end, Keith Kellogg, qui était le premier négociateur de Trump, qui disait on est presque arrivé et on est aux 100 derniers mètres, mais il ajoutait tout de suite les plus difficiles. Et pour cause, la question de la cession de territoire est le problème principal. Ça ne veut pas dire que tous les autres problèmes, la taille de l'armée ukrainienne, le statut de la centrale de Zaporijjia, celui des garanties de sécurité apportées à l'Ukraine après la fin du conflit, toutes le financement de l'Ukraine, bref, il y a une multitude de points qui sont discutés. Il semble que sur la plupart de ces points, on se soit mis d'accord. Encore que les garanties de sécurité, il faut faire en sorte que ça ne ressemble pas trop à l'OTAN, raison pour laquelle les Russes ont déclenché cette guerre. Mais là, c'est le point sur lequel les Ukrainiens butent, puisque Zelensky dit qu'il n'a pas le pouvoir d'autoriser une cession de territoire. On se souvient que Andreï Yermak, son chef de cabinet, avait déclaré d'ailleurs, avant d'être limogé, il avait dit « il faudrait être malade pour être un dirigeant et céder du territoire ». Alors, quand on sait que les Russes ont conquis entre 15 et 20%, on va dire, du territoire ukrainien, en plus de la Crimée qu'ils avaient déjà annexée en 2014, on voit qu'il y a une réalité sur le terrain sur laquelle les dirigeants ukrainiens ne veulent pas faire de concessions. Et cette réalité, c'est le mur de la Constitution. Faut quand même préciser que c'est Volodymyr Zelensky lui-même qui a inscrit ce principe dans la Constitution, parce qu'il y a des risques derrière, parce que pour Zelensky, pour les dirigeants ukrainiens, celui qui concéderait ces gains territoriaux et les garantirait, parce qu'il n'y a pas que ça, on admet de facto que les Russes ont conquis ces territoires. Les Russes exigent que ce soit admis de jure, c'est-à-dire gravé dans le marbre. Et c'est là où le problème est crucial pour Zelensky, parce que ça signifie acter une défaite. Mais comment faire accepter à l'opinion publique ukrainienne de céder 20% de son territoire ? Alors ça, c'est un vrai problème. Après, il y a la question des conditions dans lesquelles vivent les Ukrainiens aujourd'hui. Toutes les nuits, les centrales électriques sont frappées. Une partie des Ukrainiens se retrouvent sans électricité. La ville de Soumy, hier, s'est retrouvée. La ville de Soumy a eu toute la nuit une coupure de courant à cause de drones d'attaque russes. Donc en fait, l'hiver qui arrive et qui promet d'être dur, comme il l'est souvent en Ukraine, ne faire qu'accélérer la dégradation des conditions de vie des Ukrainiens. Et ça, on sait qu'aujourd'hui, 70%, c'est un sondage, 69% exactement des Ukrainiens, c'était un sondage Gallup, donc institut de sondage américain, sont pour les négociations et pour une fin de la guerre. Et donc là, on est vraiment face au nœud du problème. Le nœud du problème, il est là. Poutine veut le Donbass. Les Ukrainiens n'ont pas confiance. Même s'ils cèdent le Donbass, ils ont peur que les Russes
après avoir conquis Kramatorsk et Sloviansk, qui sont les 2 dernières grosses places fortes. Il y en a quelques autres, hein. Il y a un chapelet de villes comme ça qui se trouvent sur le flanc oriental du Donbass, qui, s'ils sont récupérés par les Russes, leur permettront, si le conflit recommence après, d'aller au Dniepr, hein, finalement, et de peut-être conquérir la moitié de l'Ukraine. Donc là, il y a un problème de confiance, d'où la nécessité de garantie de sécurité que les Ukrainiens veulent voir inscrit aux États-Unis. Ils veulent que les États-Unis s'impliquent encore plus que les Européens. Et donc, en même temps, ils n'ont pas le choix. En même temps, ils ne peuvent pas antagoniser Trump, parce que c'est son plan de paix qu'ils refusent. D'où l'idée, aujourd'hui, de proposer un plan révisé, tout en évitant de parler de la question territoriale. Si vous voulez, c'est l'éléphant dans la pièce. Si c'est ça, il va y avoir un nouveau plan de paix, on va encore en reparler, parce que n'oublions pas que Steve Witkoff et Jared Kushner ont parlé pendant 5 heures la semaine dernière à Poutine au Kremlin, mais que tout le week-end, Rustam Umerov, qui est le ministre de la Sécurité intérieure de Zelensky, a passé son week-end et une partie des derniers jours en Floride pour négocier avec Marco Rubio, pour négocier avec Steve Witkoff, avec une délégation d'Ukrainiens. Donc toutes ces heures passées, pour le moment, n'ont mené à rien, parce que justement il y a ce point crucial des territoires. Chers abonnés, bonjour. Merci à tous ceux qui ont déjà pensé à faire un don, car grâce à vos dons, l'équipe d'Omerta peut effectuer ses reportages de terrain, ses grands documentaires, produire le contenu de son magazine, produire aussi tous les contenus de l'application mobile et de la chaîne YouTube sur laquelle vous vous trouvez en ce moment. Alors pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et qui n'ont pas envie de donner leur argent ni à Emmanuel Macron ni aux médias mainstream et qui ont envie que nous poursuivions notre travail sur l'Ukraine, mais aussi sur tous les autres sujets, notamment sur le wokisme, eh bien, faites dès maintenant un don. Le don en ce moment, il est défiscalisable à hauteur de 66%, ce qui veut dire que pour un don de 100 €, cela ne vous coûte en réalité que 34 € et ça permet à Omerta, qui est un média non subventionné, eh bien, de développer son travail, de développer son audience et de traiter les sujets qui vous tiennent à cœur. D'avance, un très grand merci à tous. Mais du coup, Régis, ce nouveau plan de paix qui va être dévoilé dans les prochaines heures ukrainien a-t-il des chances d'être accepté s'il n'y a pas de cession de territoire ? Non, c'est une évidence. Si vous voulez, je pense que là, Volodymyr Zelensky, qui était à Londres hier, s'est rendu en Belgique, aujourd'hui va en Italie, continue sa tournée des capitales européennes pour, on va dire, espère-t-il, je pense, avec les Européens, que les avoirs russes gelés vont finalement être utilisés pour financer la guerre en Ukraine. Il y a énormément de résistance. Le Premier ministre belge ne veut absolument pas prendre cette responsabilité et que ces fonds gelés, parce que ça veut dire que, voilà, potentiellement les avoirs belges en Russie seront saisis, tous les avoirs européens, en Chine aussi, parce qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas tellement uniquement la question des avoirs en Russie. Que va faire la Chine si l'Europe se met à utiliser des fonds ? Et le Premier ministre belge rappelait un précédent historique que même pendant la Seconde Guerre mondiale, les fonds à l'étranger de l'Allemagne nazie n'ont pas été touchés. Donc ce serait vraiment une première, et ça serait une dérégulation totale du système financier international. Certains prédisent la fin de l'Europe si cette ligne est franchie et si ces fonds sont utilisés pour financer l'Ukraine. Et là, on est vraiment dans un peut-être aussi là un tournant. Peut-être que Zelensky s'imagine que si ils sont débloqués, c'est quelques 130 milliards, il va pouvoir continuer sa guerre, il va pouvoir la financer. Quand on regarde le bilan que lui apportent ses propres généraux, il n'est pas nouveau, depuis le mois de juin, avec la démission du chef d'état-major de l'armée de terre qui avait dit on va dans le mur, on n'a plus de soldats,
il y a un manque de motivation, il n'y a que quelques unités qui sont motivées pour se battre. Je parle du chef d'état-major de l'armée ukrainienne, Mikhailo Direla, qui avait dit ça et qui a démissionné à l'époque. Donc, si vous voulez, en interne, on sent bien qu'il y a aussi une gronde qui se fait, parce que même si les moyens sont là pour continuer la guerre, l'Ukraine n'a pas les hommes pour continuer cette guerre, et l'Ukraine, finalement, court à sa perte. D'autant que quand on observe la situation sur le terrain, au moment où on parle, la ville de Siversk, qui est à peu près à 18 km de Kramatorsk, Kramatorsk qui est, on va dire, le QG principal, la grosse ville, forteresse des Ukrainiens dans le Donbass, 18 km, voilà. Pour ce qui est du front sud et de Zaporizhzhia, les troupes russes sont avancées jusqu'à 20 km de la ville de Zaporizhzhia. C'est exceptionnel. Elles progressent énormément dans le sud. La ville de Goulaïpol risque l'encerclement, comme celle de Myrnograd. Actuellement, Myrnograd est encerclée. Des centaines de soldats ukrainiens sont piégés dans cette ville. Donc tout ça, c'est des situations et un contexte du front qui ne sont absolument pas favorables. Et même s'il y a un débouché sur le financement de la guerre, et que l'Europe, on va dire, peut subvenir aux besoins des Ukrainiens, ça ne remplacera pas que les Ukrainiens ont besoin d'hommes. Et ça, on sent bien que malgré toutes les agitations d'Emmanuel Macron, il n'en est pas question pour la plupart des pays européens, que ce soit l'Allemagne, que ce soit la Hongrie, que ce soit l'Italie. Il y a même la Croatie qui a levé la voix en expliquant que jamais il y aurait un soldat croate qui serait envoyé en Ukraine. Bref, tout ça montre que on va vers une catastrophe avec, et ça, c'est ce qu'a dit Trump et ce qu'il a rappelé l'autre jour, il a rappelé l'époque où Zelensky avait été humilié par lui-même et par J.D. Vance le 28 janvier dernier à la Maison-Blanche. Et Trump, assez justement, dit si Zelensky à l'époque avait accepté le plan, il aurait perdu moins qu'il perdrait aujourd'hui en acceptant le plan. C'est-à-dire qu'en fait, ce laps de temps de 8 mois a détérioré encore de façon encore plus significative la situation pour les Ukrainiens, et que, on va dire, en dehors de quelques bataillons dont Azov est finalement la tête de pont, à cause de sa formation, à cause de sa discipline, à cause de son expertise, à cause du fait que Azov est en train d'irriguer l'armée ukrainienne. L'armée ukrainienne prend modèle sur Azov pour essayer de stimuler la combativité, le patriotisme au milieu de ses troupes et quelque part le jusqu'au-boutisme. C'est-à-dire qu'on on veut des soldats d'élite, voilà, parce que eux sont capables d'abord d'avoir l'expérience, ont intégré toutes les techniques des drones et toute l'évolution de la guerre. C'est des super soldats, mais le problème c'est qu'ils ne sont pas, il n'y en a pas des centaines de milliers. Donc aujourd'hui, on est face à la fois, on va dire, internationalement, avec les Européens divisés, qui n'ont pas les moyens, on va dire, de remplacer les Américains de plus en plus, prenant de plus en plus leur distance avec ce qui se passe en Ukraine. Et on sent bien d'ailleurs que si ce plan échoue encore une fois, et je rappelle les mots de Donald Trump Jr., fils de Donald Trump, fils aîné, à Doha, au forum de Doha ce week-end, mon père va claquer la porte. Mon père va se désintéresser de l'Ukraine. Si les Américains se désintéressent de l'Ukraine aujourd'hui, eh bien, il est fort à parier que Poutine aura eu ce qu'il voulait, c'est-à-dire il va jouer la montre, il va prendre le Donbass. Je vous dis 18 km de Kramatorsk. Toutes les discussions face à cette phrase que je viens de vous dire, sont futiles. Ces territoires-là, Poutine les veut, Poutine les aura. Les Américains le savent bien. Il ne reste que quelques Européens à s'imaginer qu'on peut renverser la vapeur. Ça n'est pas possible. Voilà, il faut regarder la réalité en face. D'un point de vue militaire, d'un point de vue du renseignement, est-ce que les Européens peuvent remplacer rationnellement les Américains ? Non, puisque depuis le début de cette guerre, les Américains ont été côte à côte avec les Ukrainiens. Les Anglais ont beaucoup participé, ont beaucoup mis la main à la pâte, notamment, on va dire, dans des opérations les plus audacieuses de l'armée ukrainienne,
que ce soit par exemple les succès que l'armée ukrainienne, la marine ukrainienne en particulier a eu depuis Odessa avec les drones navals, qui lui a permis de reprendre l'ascendant sur la flotte navale russe de la mer Noire et de la chasser quasiment de Sébastopol. Ça, c'est un vrai grand succès. Les Britanniques, évidemment, sont derrière ces opérations. Les Britanniques étaient d'ailleurs dans la conception de l'offensive de Koursk aussi, qui au départ a été une surprise, une offensive éclair, qui a envoyé les estafettes des premières des éclaireurs ukrainiens jusqu'à 70 km de Koursk. Donc ils sont allés très très loin, ils ont failli s'emparer d'une centrale nucléaire. Et puis après, ils ont voulu conserver le terrain, ils ont perdu des bonnes unités, ils ont perdu énormément d'hommes, énormément de matériel, et c'était une catastrophe. Donc les Anglais ont été là dans ce genre d'opération audacieuse. Les Américains ont été là pour fournir aux Ukrainiens le renseignement en temps réel sur les mouvements des troupes russes. C'est très important, ils ont des satellites, l'Europe a aussi des satellites, mais elle ne peut pas, on va dire, remplacer totalement Starlink, tout ce que les États-Unis, et en particulier Elon Musk, ont offert aux Ukrainiens pendant cette guerre. Et quasiment ce qui s'est passé pendant, on va dire, les 3 premières années, un pilotage de la guerre depuis les centres opérationnels américains en Allemagne, où finalement, on va dire, l'état-major ukrainien et les généraux américains travaillaient main dans la main. Aujourd'hui, ça paraît difficile, les moyens ne sont pas les mêmes, on n'a pas le budget militaire de l'armée américaine, et donc on va pouvoir subvenir, mais on va dire, ça va être, on va arriver face à avec une armée amoindrie, où il y a moins de recrues, moins capable d'initiative, parce qu'il faut voir que depuis un an, les initiatives militaires ukrainiennes, à part contrer la percée de Dobropila, où les Russes, en une seule journée, avaient avancé de 20 km, c'était en août dernier, mais qui on a envoyé pour contrer cette percée? Azov, voilà. Azov qui agit en mode pompier sur le front avec d'autres bonnes unités, la 82e brigade blindée, la 86e, il y a quelques bonnes unités comme ça qu'on envoie et qu'on déplace. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on les déplace, les Russes avancent puisqu'ils savent que la bonne unité n'étant plus là, il y a forcément une armée de moindre valeur qui l'a remplacée. Et pendant la rotation, les Russes, en général, attaquent. C'est comme ça qu'ils font. Et donc, ils grignotent un peu partout sur le front. Dans certains cas, à Kupiansk, les Ukrainiens mettent un point d'honneur à essayer de conserver la ville. Il y a ça aussi. Depuis le début, les Ukrainiens perdent des hommes pour symboliquement conserver des lieux. Ça avait été le cas à Bakhmout, ça avait été le cas à Avdiivka, ça a été le cas à Soudzha, et c'était encore le cas à Pokrovsk, où, selon toute vraisemblance, il reste encore quelques unités ukrainiennes dans les quartiers du nord, nord-est de la ville. Mais à chaque fois, la catastrophe, c'est Mirnograd, où on a laissé l'unité trop longtemps dans la ville, et aujourd'hui, elle ne peut plus sortir. Cet encerclement fait que, même lorsqu'il y a retraite au dernier moment, c'est des retraites extrêmement coûteuses en termes humains, puisque les drones russes, en particulier le bataillon Rubicon, qui est très spécialisé là-dedans, pour chasser, on va dire, les unités ukrainiennes en retraite. Ils avaient connu leurs heures de gloire, ce bataillon Rubicon, à Soudzha, au moment de la retraite des Ukrainiens. Et ils ont redémontré à nouveau leur capacité sur Mirnograd-Pokrovsk. Donc, aujourd'hui, c'est une situation extrêmement critique, et la prophétie de Donald Trump qui est accepté aujourd'hui cet accord, parce que dans 6 mois, ça risque d'être la catastrophe pour vous, est encore plus d'actualité. Merci Régis. Merci Aïcha.